Le jour de mes 18 ans, ma mère m'a mise à la porte de la maison avec toutes mes affaires dans des sacs poubelles. Elle a hurlé, « Tu es une parasite, va vivre sous un pont. » 5 ans plus tard, elle est tombée malade et est venue me supplier. « Tu es la seule qui puisse me sauver. » Je m'appelle Emma et j'ai 18 ans. Il y a 3 heures, je soufflais les bougies sur un gâteau de supermarché que ma mère avait acheté à la dernière minute. Maintenant, je suis sur le trottoir, tenant des sacs poubelles remplis de toute ma vie. « Tu es une parasite », hurle ma mère depuis le seuil de la porte, le visage déformé par une rage que j'ai vu couver toute ma vie. Va vivre sous un pont. Les voisins regardent maintenant, jetant des coups d'œil à travers les rideaux comme si c'était une sorte de divertissement d'après-midi. Et honnêtement, c'est peut-être le cas. Peut-être que ma vie n'a été qu'une tragicomédie pour leur plaisir. Les sacs lourds me scient les paumes alors que je reste là. 18 ans et légalement sans abri. Joyeux anniversaire à moi, n'est-ce pas? Ma mère claque la porte si fort que les fenêtres tremblent. Le caractère définitif de ce son me frappe plus durement que ces mots. Ce n'est pas une dispute. Ce n'est pas une de nos disputes habituelles où elle finirait par se calmer. C'est la fin. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre ville dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur le bouton « J'aime » et « S'abonner » si vous vous êtes déjà senti complètement abandonné par les personnes qui étaient censées vous aimer. Vous voudrez certainement rester pour voir ce qui s'est passé ensuite. Vous pensez probablement que cela est sorti de nulle part, mais laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé là. Ma mère, Rebecca Torres, ne m'a jamais voulu. Ni quand son petit ami marié a disparu au moment où elle lui a annoncé sa grossesse. Ni quand elle a dû m'élever seule. Et certainement pas quand je lui rappelais chaque jour l'homme qui l'avait abandonné. Elle m'a nourri, habillé, maintenu en vie parce que c'est ce que la loi exigeait. Mais l'amour, l'affection, c'était des luxes qu'elle a décidé que je ne méritais pas. Chaque étape importante de ma vie a été accueillie avec indifférence. Chaque réussite a été ignorée. Chaque anniversaire était un rappel du jour où sa vraie vie s'était terminée. J'ai appris très tôt à être invisible, à prendre le moins de place possible. Je faisais ma propre lessive à 8 ans, je préparais mes propres repas, et j'allais à l'école toute seule. Je pensais que si seulement je pouvais être assez parfaite, assez silencieuse, assez serviable, peut-être qu'elle me verrait enfin comme sa fille au lieu de son fardeau. Mais en étant ici avec tout ce que je possède dans des sacs poubelles, je comprends enfin la vérité. Rien de ce que j'aurais pu faire n'aurait changé ce moment. Ça faisait 18 ans qu'elle attendait ce jour, comptant les jours jusqu'à ce qu'elle puisse légalement se laver les mains de moi. Le pire, c'est qu'elle a choisi mon anniversaire exprès. Elle voulait s'assurer que ce jour serait gâché à jamais, que je ne pourrais jamais le célébrer sans me souvenir de ce moment. Je ramasse les sacs et je commence à marcher. Derrière moi, j'entends le rideau bouger alors qu'elle regarde pour s'assurer que je pars vraiment. Mon téléphone n'a qu'un seul numéro que je peux appeler et, heureusement, Sarah Miller répond à la deuxième sonnerie. « Emma, qu'est-ce qui ne va pas? Peux-tu venir me chercher? » Je suis devant chez moi avec toutes mes affaires dans des sacs poubelles. Silence. Puis, j'arrive dans 10 minutes. Sarah est ma meilleure amie depuis le collège, et c'est la seule qui comprend vraiment comment est ma mère. Quand d'autres amis disaient des choses comme « mais c'est ta mère. Elle doit t'aimer au fond ». Sarah secouait simplement la tête. Elle avait été témoin de suffisamment de l'indifférence froide de Rebecca pour savoir que c'était faux. Quand la Honda cabossée de Sarah s'arrête au bord du trottoir, je suis reconnaissante qu'elle ne pose pas de questions tout de suite. Elle ouvre simplement le coffre et m'aide à charger les sacs. « Alors, dit-elle une fois que nous sommes en route, tes 18 ans sont devenus intéressants. C'est une façon de voir les choses. » Je penche la tête contre la vitre. Elle a dit que j'étais une parasite et m'a dit d'aller vivre sous un pont. Classe. Même pour Rebecca, c'est assez brutal. Sarah entre dans l'allée de sa famille. La maison des Miller est tout ce que la mienne n'a jamais été. Chaleureuse, habitée, avec des photos de famille couvrant chaque surface et l'odeur de quelque chose de fait maison venant toujours de la cuisine. Madame Miller apparaît sur le seuil de la porte avant même que nous ayons fini de décharger. « Emma, ma chérie, que s'est-il passé? » Rebecca l'a finalement fait, explique Sarah en épaulant un de mes sacs. La mise à la porte le jour de son anniversaire. Le visage de Madame Miller se durcit. Cette femme. Elle m'enlace dans une étreinte qui sent la vanille et l'adoucissant. Tu resteras ici aussi longtemps que tu en auras besoin. Cette nuit-là,
Allongé sur un matelas pneumatique dans la chambre de Sarah, je fixe le plafond et planifie mes prochains mouvements. J'ai 847 $ d'économie de mon travail à temps partiel au dîner, et je sais que je ne peux pas abuser de l'hospitalité des Miller éternellement. Tu sais ce qui est fou, chuchotai-je à Sarah dans le noir. J'arrête pas d'attendre de me sentir triste à ce sujet, mais honnêtement, je me sens soulagé. Ce n'est pas fou. Tu as marché sur des œufs toute ta vie. Elle a raison. Pour la première fois en 18 ans, je n'ai pas à m'inquiéter de déclencher la colère de Rebecca. Je n'ai pas à surveiller chaque mot, à contrôler mes expressions faciales ou à m'excuser d'exister. Demain, je vais demander plus d'heures au dîner, dis-je à Sarah. Et j'ai vu une annonce pour un travail de babysitter près du centre-ville. Emma, tu n'as pas à tout régler ce soir. Si, je dois. Parce que pour la première fois de ma vie, je suis entièrement responsable de moi-même. C'est terrifiant et exaltant à la fois. Le lendemain matin, Madame Miller me fait des pancakes en forme de cœur. C'est un si petit geste, mais ça me serre la gorge. Voilà à quoi ressemble l'amour d'une mère. Le dîner sent le graillon et le café. Et après 2 semaines de service double, je sens la même chose. Mon manager, Karl, est un homme bourru d'une 50aine d'années qui dirige cet endroit comme une opération militaire, mais il est juste. Tu veux plus d'heures, demande-t-il quand je l'approche pendant le rush du déjeuner. Tu es sûr? La plupart des filles de ton âge s'inquiètent pour le bal de promo et les inscriptions à l'université. J'ai besoin de travailler, lui dis-je simplement. Il étudie mon visage un moment. D'accord, tu peux aussi prendre le service du petit déjeuner. Début à 4 heures du matin. Tu penses pouvoir gérer ça? Oui, monsieur. Le travail de babysitter est à l'autre bout de la ville avec la famille Henderson, 2 enfants de 6 et 9 ans, et des parents qui voyagent fréquemment pour le travail. La paie est décente, mais le trajet grignote mes gains. Je fonctionne avec 4 heures de sommeil la plupart des jours, mais je m'en sors. Le café devient mon meilleur ami, et j'apprends à dormir dans les bus entre les 2 emplois. Sarah me regarde avec une inquiétude croissante. Emma, tu te tues à la tâche. Quand as-tu eu une nuit complète de sommeil pour la dernière fois? Je vais bien, j'insiste, bien que nous sachions toutes les deux que ce n'est pas vrai. Mes mains tremblent à cause de l'épuisement et de la caféine, et j'ai perdu du poids que je ne pouvais pas me permettre de perdre. Mais je suis aussi fier. Chaque dollar que je gagne est à moi. Personne ne peut me le prendre ou l'utiliser comme moyen de pression contre moi. Quand je compte mes économies croissantes chaque soir, je ressens quelque chose que je n'ai jamais ressenti auparavant. L'espoir. Le plus dur, ce n'est pas l'épuisement, c'est la solitude. Au dîner, je sers des familles qui rient ensemble autour de pancakes. Chez les Henderson, je regarde leurs enfants écouter des histoires avant de dormir et recevoir des bisous de bonne nuit. Ces aperçus de la vie de famille normale me serrent la poitrine. Un soir, la petite Cathy Henderson me demande « Emma, tu as une maman ?» Oui, je lui dis en lui tressant les cheveux. Mais nous ne vivons plus ensemble. C'est triste. Ma maman me manquerait. Oui, je pense. Mais quelque chose ne peut te manquer que si tu l'as vraiment eu. 3 semaines après le début de ma nouvelle routine, je rentre à pied de l'arrêt de bus quand je vois un panneau, à louer, sur une petite maison. C'est dans un quartier difficile, mais le prix est correct pour une colocation à 3. J'appelle le numéro ce soir-là. Le propriétaire, Monsieur Peterson, est hésitant quand il entend mon âge. Vous avez des références, une preuve de revenu? Je peux fournir les deux, je lui dis, me surprenant moi-même par mon professionnalisme, et je peux payer le premier mois de loyer et la caution d'avance. Il y a une pause. Vous semblez trop parfaite pour être vraie pour une jeune de 18 ans. Où est le piège? Pas de piège. J'ai juste besoin d'un endroit où vivre et je prends soin de ce qui m'appartient. Nous convenons d'un rendez-vous pour le lendemain. En raccrochant, je réalise que ça pourrait être ça. Mon premier vrai pas vers l'indépendance. La maison au 847 Maple Street n'est pas très belle à voir. Peinture écaillée, un jardin qui est plus de mauvaises herbes que de gazon, et un porche qui penche légèrement d'un côté. Mais quand Monsieur Peterson ouvre la porte et me montre la petite chambre qui pourrait être la mienne, je vois du potentiel. Les locataires précédents l'ont laissé en assez mauvais état, admet-il, montrant la moquette tachée et les trous dans les murs. Mais si vous, les filles, êtes prêtes à faire quelques réparations, je vous enlèverai 50 $ sur le loyer mensuel de chacune.
Les deux autres colocataires sont Julie, une étudiante de 22 ans à l'université locale, et Maria, 19 ans, qui travaille à l'épicerie. Aucune des deux ne sourcille quand j'explique que j'ai 18 ans et que j'ai 2 emplois. Honnêtement, dit Julie, tu as probablement un revenu plus stable que la plupart des gens de notre âge. Nous nous serrons la main. La chambre est minuscule, à peine assez grande pour un lit simple et une commode, mais c'est la mienne. Quand je signe le bail avec Monsieur Peterson, mes mains tremblent légèrement en écrivant mon nom. Première location, demande-t-il. Oui, monsieur. Eh bien, vous semblez être une jeune responsable. Ne me faites pas regretter ça. Le jour du déménagement, il n'y a que moi, Sarah et son père qui chargeons des meubles de magasin d'occasion dans sa camionnette. Un matelas de Godwill, un bureau que quelqu'un jetait. Une lampe avec un abat-jour tordu qui donne une lumière décente. Ce n'est pas grand-chose, dis-je à Sarah en inspectant ma nouvelle chambre. Tu plaisantes? C'est incroyable. C'est toi qui as fait ça, Emma. Tu as 18 ans et tu es complètement indépendante. Cette nuit-là, allongée sur mon matelas d'occasion dans ma petite chambre, je ressens quelque chose que je n'ai jamais ressenti auparavant. La paix. Personne ne peut franchir cette porte sans y être invité. Personne ne peut me hurler dessus parce que j'existe. Personne ne peut me dire que je n'ai pas ma place ici. Le lendemain, je me fais porter pâle au dîner, ce que je n'ai jamais fait, et je passe la matinée à nettoyer. Je frotte chaque surface, je rebouche les trous dans les murs avec de l'enduit. J'ai regardé un tutoriel sur YouTube pour apprendre à l'utiliser et à repeindre par-dessus les taches. Quand Julie rentre de ses cours, elle s'arrête à ma porte. Waouh, on ne dirait même pas la même pièce. J'aime que les choses soient propres, je lui dis, admirant mon travail. Non, je veux dire, tu en as fait un vrai foyer. Comme si quelqu'un qui s'en soucie y vivait. Ce commentaire me reste en tête. Quelqu'un qui s'en soucie. Pendant 18 ans, j'ai vécu dans une maison où je n'avais pas le droit de me soucier de quoi que ce soit, où tout attachement que je formais pouvait être utilisé contre moi. Maintenant, j'ai un espace qui est vraiment à moi, et je découvre que j'ai des opinions bien arrêtées sur des choses comme les couleurs de peinture et l'agencement des meubles. Qui l'eût cru? Les $50 supplémentaires par mois de la réduction de loyer m'aident plus que Monsieur Peterson ne le réalise probablement. Je les mets directement dans mes économies, regardant les chiffres augmenter semaine après semaine. Mais le meilleur aspect de vivre ici n'est pas l'argent que j'économise. C'est la normalité. Julie, Maria et moi partageons les factures d'épicerie et nettoyons à tour de rôle les espaces communs. Nous regardons des films ensemble le vendredi soir et partageons les restes de plats à emporter. Pour la première fois de ma vie, je vis avec des gens qui sont heureux de me voir rentrer à la maison. 2 ans après mon emménagement sur Maple Street, j'ai trouvé mon rythme. Le service du petit déjeuner au dîner est devenu ma spécialité, et Carl me fait confiance pour former les nouveaux employés. La famille Henderson m'aime tellement qu'ils m'ont recommandé à 3 autres familles, mais je veux plus. L'université locale propose des cours du soir, et je convoite leur programme de gestion des affaires. Cela signifierait moins d'argent de babysitting, mais potentiellement de plus grandes opportunités à l'avenir. Tu es sûr de ça? Demande Carl quand je lui dis que je dois ajuster mon emploi du temps. Les études coûtent cher, et tu as une bonne situation ici. J'apprécie tout ce que vous m'avez appris, je lui dis. Mais je ne veux pas être serveuse pour toujours. Il sourit. C'est juste. Tu as plus d'ambition que la plupart des jeunes qui passent par ici. Le premier semestre est brutal. Entre les cours, le dîner et les heures de babysitting réduites, je suis à court d'argent. Je survis avec des nouilles ramen et des sandwichs au beurre de cacahuètes, mais j'y arrive. Mon professeur de communication d'entreprise, Dr Martinez, me prend à part après un cours un jour. Emma, votre présentation sur le marketing des petites entreprises était exceptionnelle. Avez-vous envisagé de postuler au programme de stage en entreprise du centre-ville? Je ne savais pas qu'il y en avait un. Elle me tend un dépliant. Morrison et Associés. C'est une agence de marketing de taille moyenne qui propose des stages rémunérés. La date limite de candidature est la semaine prochaine. Cette nuit-là, je passe des heures à préparer ma candidature. Je n'ai pas de qualification traditionnelle, mais j'ai autre chose. Une expérience du monde réel dans la gestion de ma propre vie et de mes finances depuis mes 18 ans. L'entretien a lieu dans leur bureau du centre-ville, dans un immeuble avec de vrais sols en marbre et des ascenseurs qui nécessitent des cartes d'accès. Je porte ma seule tenue professionnelle,
un ensemble blazer et jupe noire que j'ai trouvé dans un magasin de dépôt-vente. L'intervieweuse, Madame Rodriguez, est une femme perspicace dans la quarantaine qui pose des questions pointues sur mon expérience et mes objectifs. Je vois que vous travaillez depuis que vous avez 16 ans, observe-t-elle en parcourant mon CV. Qu'est-ce qui motive cette éthique de travail? La nécessité, je réponds honnêtement. Mais aussi la fierté. J'aime le sentiment de prendre soin de moi-même. Elle sourit. C'est rafraîchissant. La plupart des candidats parlent de passion et de rêve. Vous parlez de responsabilité. 3 jours plus tard, elle m'appelle pour m'offrir le poste. Le salaire est suffisant pour que je puisse quitter l'un de mes emplois de babysitting tout en couvrant mes dépenses. Lors de mon premier jour chez Morrison et Associés, je suis assise dans un vrai bureau avec un ordinateur et un téléphone de bureau. Le travail est stimulant, rechercher les tendances du marché, aider à préparer les présentations des clients, organiser des campagnes, mais j'adore ça. Après 6 mois, Madame Rodriguez me convoque dans son bureau. Nous aimerions vous offrir un poste à temps plein après votre diplôme. Le salaire de départ serait de $35 000 par an. Je dois m'asseoir. $35 000. Plus d'argent que je n'aurais jamais imaginé gagner. Il y a juste une condition, continue-t-elle. Vous devriez déménager. Nous ouvrons une nouvelle succursale à Seattle, et nous voulons que vous aidiez à son lancement. Seattle, à 3000 miles de tout ce que je connais. De Sarah, des Miller, de la petite vie que je me suis construite ici, mais aussi à 3000 miles de Rebecca. Quand avez-vous besoin d'une réponse, je demande. Prenez votre temps. C'est une grande décision. Cette nuit-là, je suis assise dans ma petite chambre au 847 Maple Street et je pense à tout le chemin parcouru. Il y a 4 ans, j'étais sur un trottoir avec des sacs poubelles. Maintenant, on m'offre une carrière qui pourrait tout changer. Je pense que je sais quelle sera ma réponse. La lettre d'acceptation du programme de MBA du soir de l'Université de Washington arrive la même semaine que la confirmation du poste à Seattle. Tout se met en place si parfaitement que cela semble presque surréaliste. Je suis en train de faire mes cartons quand mon téléphone sonne. Numéro inconnu. Je suis à 2 doigts de ne pas répondre, mais quelque chose me pousse à décrocher. Emma? La voix est plus vieille, plus tremblante que dans mon souvenir, mais indubitable. Rebecca. Ma main se crispe sur le téléphone. En 5 ans depuis qu'elle m'a mise à la porte, je n'ai eu aucune nouvelle. Pas d'appel d'anniversaire, pas de carte de Noël, aucune reconnaissance de mon existence. Comment as-tu eu ce numéro? J'ai demandé autour de moi. La mère de ton amie Sarah me l'a donné. Je me note mentalement d'en parler à Madame Miller plus tard. Que veux-tu? Je dois te voir. Sa voix se brise légèrement. C'est important. Je n'imagine rien que tu aies à dire qui puisse être important pour moi. S'il te plaît, Emma. Je sais que je ne le mérite pas, mais je te demande de me rencontrer juste une fois. Il y a quelque chose dans son ton que je n'ai jamais entendu auparavant. Du désespoir, de la peur. C'est si différent de la Rebecca que je connais que la curiosité l'emporte. Une seule rencontre, dans un lieu public, 1 heure. Merci. Il y a un café sur la 5e rue. C'est moi qui choisis l'endroit, je l'interromps. Rosario est dîner sur Elm, demain à 15 heures. Elle accepte immédiatement, ce qui me dit exactement à quel point elle est désespérée. La Rebecca que je connaissais ne laissait jamais personne d'autre prendre les décisions. Je passe les 24 heures suivantes à me demander ce qui a bien pu se passer pour la ramener dans ma vie. Une partie de moi espère qu'elle veut s'excuser, réparer d'une manière ou d'une autre les dommages qu'elle a passé 18 ans à créer. Mais une plus grande partie de moi sait que c'est faux. Le lendemain, j'arrive chez Rosario en avance et je choisis une table près du fond. Quand Rebecca entre, je la reconnais à peine. Elle a perdu du poids, ses cheveux sont gris, et elle se déplace avec précaution comme quelqu'un de beaucoup plus âgé que ses 52 ans. Elle se glisse sur le siège en face de moi sans bavardage. Tu as l'air bien, tu as réussi. Merci. Je ne lui retourne pas le compliment car ce ne serait pas vrai. Je suppose que tu te demandes pourquoi je t'ai appelé. L'idée m'avait traversé l'esprit. Elle tripote sa tasse de café. Emma, je suis malade. Mes reins sont en insuffisance rénale et j'ai besoin d'une greffe. Et voilà. Pas d'excuses, pas de regrets, pas de désir de renouer avec sa fille.
Elle a besoin de quelque chose de moi. Je suis désolé d'entendre ça, dis-je prudemment. Les médecins disent qu'un donneur vivant serait idéal. Un membre de la famille. Ses yeux croisent les miens pour la première fois. Tu es la seule famille que j'ai. L'audace est à couper le souffle. Après 5 ans de silence, après 18 ans de violence psychologique, après m'avoir jeté dehors le jour de mon anniversaire avec des sacs poubelles, elle veut mon rein. Tu veux que je te donne mon rein, je répète lentement. Je sais que c'est beaucoup demandé. Ce n'est pas beaucoup demandé. C'est tout demandé. Elle se lance dans ce qui ressemble à un discours répété sur le pardon et les secondes chances, sur le fait que nous sommes une famille malgré tout. Sur le fait que cela pourrait être un nouveau départ pour nous. J'écoute sans l'interrompre, observant cette femme qui a fait de mon enfance un enfer, mendiant maintenant mon aide. Quand elle a fini, je me penche en arrière sur ma chaise. J'y réfléchirai. Son visage s'illumine d'espoir. Vraiment? J'ai dit que j'y réfléchirai. C'est tout ce que je promets. En rentrant chez moi, une pensée résonne dans ma tête. Après toutes ces années, Rebecca me voit toujours comme quelqu'un dont le but est de résoudre ses problèmes. Mais peut-être, juste peut-être, que cela pourrait être ma chance d'avoir enfin la mère que j'ai toujours voulu. Ou peut-être que je suis juste en train de me préparer à la plus grande trahison de toutes. 3 semaines de nuit blanche plus tard, je suis assise dans le bureau du docteur Hassan, à me renseigner sur les greffes de reins. L'ironie de la situation ne m'échappe pas, je reçois une formation médicale pour sauver la vie de quelqu'un qui a passé 18 ans à essayer de détruire la mienne. L'opération comporte des risques chirurgicaux standards, explique le docteur Hassan, faisant glisser des brochures sur son bureau. Mais vous êtes jeune et en bonne santé. Le temps de récupération est généralement de 6 à 8 semaines. Et après cela, vous menez une vie tout à fait normale avec un seul rein. Des millions de personnes le font. Rebecca est assise à côté de moi, hochant la tête comme si nous planifions des vacances ensemble au lieu d'une intervention chirurgicale majeure. Elle joue le rôle de la mère repentie depuis 3 semaines maintenant, appelant pour prendre de mes nouvelles, partageant des souvenirs d'enfance qu'elle prétend chérir, s'excusant pour les erreurs qu'elle a commises en m'élevant. C'est une performance digne d'un Oscar, et une partie de moi veut désespérément croire que c'est réel. L'important, continue le docteur Hassan, est que vous preniez cette décision librement, sans coercition. Emma, vous sentez-vous sous pression d'une quelconque manière? Je regarde Rebecca, qui me fait un sourire encourageant. Aucune pression, je lui dis. Après le rendez-vous, Rebecca suggère de déjeuner dans un restaurant voisin. C'est moi qui invite, insiste-t-elle, ce qui est ironique puisqu'elle est au chômage depuis 2 ans. Autour d'une salade qu'elle touche à peine, elle parle de notre avenir. Après ma guérison, on pourrait peut-être faire un voyage ensemble. Tu as travaillé si dur. Tu mérites des vacances. Ça a l'air sympa, dis-je, bien que quelque chose me semble étrange dans la façon dont elle trace les plans de notre relation post-opératoire. Et je pensais que je pourrais peut-être déménager plus près de Seattle. Prendre un nouveau départ quelque part. Des signaux d'alarme s'allument dans ma tête, mais je les ignore. Peut-être que je suis paranoïaque. Peut-être que les gens peuvent vraiment changer. Ce soir-là, j'appelle Sarah pour la mettre au courant. Emma, es-tu absolument sûre de ça, demande-t-elle. Parce qu'une fois que tu l'auras fait, il n'y aura pas de retour en arrière. Je sais, mais Sarah, et si c'était la chose qui nous réparait enfin? Et si lui sauver la vie prouvait que je mérite d'être aimé? Le silence à l'autre bout du film dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur la naïveté de cette pensée. Et si ce n'est pas le cas, demande-t-elle doucement. Je n'ai pas de réponse à cela. 2 jours avant l'opération, je suis en train de régler les derniers détails au travail quand Madame Rodriguez me convoque dans son bureau. J'ai entendu parler de votre opération, dit-elle. Une histoire de donneur familial, quelque chose comme ça. Eh bien, prenez tout le temps nécessaire pour vous rétablir. Votre poste vous attendra quand vous serez prête. Sa gentillesse me fait presque pleurer. Voilà à quoi devrait ressembler l'attention d'une figure maternelle. La veille de l'opération, Rebecca m'appelle pour me remercier à nouveau. Emma, je sais que je n'ai pas été la mère que tu méritais. Mais je veux que tu saches à quel point je suis reconnaissante. Pas seulement pour ça, mais pour ce que tu es devenu malgré tout. Malgré tout. Même dans sa gratitude, elle ne peut s'empêcher de me rappeler à quel point je devrais être brisé. De rien, maman. C'est la première fois que je l'appelle ainsi depuis des années.
Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Laissez un commentaire ci-dessous. Croyez-vous que les gens peuvent vraiment changer, ou Emma devrait-elle faire confiance à son instinct? Le jour de l'opération arrive, gris et brumeux, ce qui semble approprié pour la matinée la plus surréaliste de ma vie. Je suis sur le point de donner volontairement un organe à quelqu'un qui m'a traité comme un fardeau pendant 18 ans. Rebecca et moi nous enregistrons à l'hôpital à 6 heures du matin. Elle est nerveuse, tripotant son sac à main et bavardant avec les infirmières. Je suis étonnamment calme, peut-être parce que j'ai déjà fait la paix avec ma décision. Emma Torres. Une infirmière appelle mon nom et je me lève. En fait, c'est Emma Morrison maintenant, je la corrige. J'ai légalement changé mon nom de famille il y a 3 ans, prenant le nom de jeune fille de ma grand-mère à la place. Une autre façon de me séparer de l'héritage de Rebecca. L'infirmière prend une note. Bien sûr. Prête? Le processus préopératoire est un enchaînement flou de formulaires, de pauses de perfusion et de personnel médical expliquant des procédures qu'on m'a déjà expliquées une douzaine de fois. Le docteur Hassan passe nous voir toutes les deux. Des questions ou des préoccupations de dernière minute. Combien de temps avant de savoir si ça a marché, demande Rebecca. Le rein devrait commencer à fonctionner immédiatement si tout se passe bien. Nous le saurons dans les premières heures post-opératoires. On me conduit au bloc opératoire en pensant à quel point ce jour aurait pu être différent. Si Rebecca avait été une mère aimante, ce serait un bel acte de dévotion entre membres d'une famille. Au lieu de cela, cela ressemble à une dernière tentative de gagner l'amour de quelqu'un incapable de le donner. L'anesthésie fait effet, et je sombre dans l'obscurité, me demandant si je me réveillerai avec une mère qui me voit enfin comme digne d'amour. Je reprends conscience en salle de réveil plusieurs heures plus tard, groggy et endolori, mais assez alerte pour poser la question importante. Comment ça s'est passé? Parfaitement, me dit l'infirmière de la salle de réveil. Votre rein fonctionne à merveille chez la receveuse. Vous avez fait une chose merveilleuse aujourd'hui. Un soulagement m'envahit. Quoi qu'il arrive entre Rebecca et moi maintenant, au moins je sais que je lui ai sauvé la vie. Puis-je la voir, je demande. L'infirmière vérifie mon dossier. Laissez-moi vérifier les restrictions de visite pour la receveuse. Elle part et revient quelques minutes plus tard avec une expression étrange. Je suis désolé, mais la receveuse a demandé à ne recevoir aucune visite pour le moment. Pardon, quoi? Elle a demandé à ne recevoir aucune visite. Les membres de la famille ont parfois besoin d'espace pour digérer l'ampleur de ce qui s'est passé. De l'espace pour digérer, bien sûr. Je me dis que c'est le choc, qu'elle est submergée par la gratitude et a besoin de temps pour trouver les mots justes. Mais quelque chose de froid s'installe dans mon estomac. Je passe les 2 jours suivants à l'hôpital à demander des nouvelles de Rebecca et on me dit qu'elle se rétablit bien, mais qu'elle n'accepte toujours pas de visite, même pas de moi. Le jour de ma sortie, je m'habille lentement quand le docteur Hassan passe. Emma, vous guérissez magnifiquement. Des questions sur les soins post-opératoires? Juste une. Comment va ma mère? Sa pause est à peine perceptible, mais je la remarque. Elle se rétablit bien. Elle est sortie hier, en fait. Sortie hier? Oui. Sa convalescence a été assez rapide. Très chanceuse. Je le fixe. Elle est partie depuis un jour et personne ne me l'a dit. Je pensais que vous saviez. Les membres de la famille coordonnent généralement ces choses, n'est-ce pas? Les membres d'une famille qui fonctionne réellement comme une famille coordonneraient ces choses. Je finis de m'habiller en silence, mes mains tremblant légèrement alors que je boutonne ma chemise. Rebecca a quitté l'hôpital sans me voir, sans me remercier, sans même demander comment j'allais. Le trajet du retour me semble être le plus long de ma vie. De retour dans mon appartement de Seattle, je passe 3 jours à attendre que le téléphone sonne. Rebecca appellera sûrement pour prendre de mes nouvelles, pour me remercier comme il se doit, pour expliquer pourquoi elle n'a pas pu me rendre visite à l'hôpital. Le silence est assourdissant. Le 4e jour, je craque et je l'appelle. Emma, elle a l'air surprise de m'entendre. Comment te sens-tu? Comme quelqu'un qui vient de subir une opération majeure. Et toi, comment te sens-tu? Oh, merveilleusement bien. Les médecins disent que le rein fonctionne parfaitement. J'ai déjà tellement d'énergie. C'est super, maman. Je me demandais pourquoi tu ne voulais pas de visiteurs à l'hôpital. Une pause. Oh, tu sais comme je déteste les hôpitaux.
tous ces microbes et ces gens malades. Je voulais juste sortir de là le plus vite possible. L'explication semble assez raisonnable, mais quelque chose dans son ton déclenche des signaux d'alarme. Eh bien, peut-être qu'on pourrait se voir maintenant que nous sommes toutes les deux à la maison. J'aimerais voir comment tu vas. En fait, Emma, je suis encore assez fatigué. La convalescence est plus épuisante que je ne le pensais. Peut-être dans quelques semaines. Quelques semaines. Je viens de donner mon rein à cette femme et elle a besoin de quelques semaines pour me voir. Bien sûr, maman. Prends soin de toi. Merci, ma chérie. Et merci encore pour tout. Elle raccroche rapidement comme si elle était pressée de mettre fin à la conversation. Je suis assise dans mon salon, regardant les cicatrices chirurgicales sur mon abdomen et j'admets enfin ce que j'évitais. Rien n'a changé. Rebecca a obtenu ce dont elle avait besoin de moi et maintenant, elle en a fini, comme toujours. 2 semaines plus tard, je me sens assez forte pour retourner au travail quand Sarah m'appelle avec des nouvelles. Emma, j'ai croisé Madame Peterson à l'épicerie hier. Elle a dit qu'elle avait vu ta mère au casino le week-end dernier. Le casino? Ouais. Apparemment, elle était là avec un certain Frank et elle racontait à tout le monde comment elle avait une nouvelle chance dans la vie. Se vantant littéralement de la greffe de rein. Se vanter. Elle se vante d'avoir eu mon rein alors qu'elle ne peut pas prendre 5 minutes pour voir comment je me remets. Elle a aussi mentionné que ta mère a posté partout sur les réseaux sociaux au sujet de sa guérison miraculeuse et à quel point elle est reconnaissante envers son donneur anonyme. Donneur anonyme. Je ris amèrement. Même dans sa gratitude, elle ne peut pas reconnaître que c'était moi. Emma, ça va? Je vais bien. En fait, je vais parfaitement bien. Je comprends enfin exactement qui est Rebecca. Cette nuit-là, j'écris une lettre que je n'ai aucune intention d'envoyer. Je déverse sur le papier 5 ans d'espoir, 3 semaines d'optimisme naïf et une vie de déception. Quand j'ai fini, je me sens plus légère, d'une certaine manière. Le lendemain matin, je supprime le numéro de Rebecca de mon téléphone. Si elle veut prétendre qu'elle a reçu son rein d'un donneur anonyme, alors c'est exactement ce qu'elle obtiendra de moi à l'avenir. L'anonymat. 3 mois passent dans un silence bienheureux. Je me replonge dans le travail avec une énergie renouvelée, obtenant une promotion et une augmentation significative. Ma vie sociale s'épanouit car j'arrête de trouver des excuses pour rester disponible pour les appels hypothétiques de Rebecca. Je dîne avec des collègues quand mon téléphone vibre. Numéro inconnu. Je suis à 2 doigts de ne pas répondre, mais quelque chose me pousse à décrocher. Emma, c'est Frank Peterson. Il me faut un moment pour situer le nom. Le nouveau petit ami de Rebecca. Ok, écoute. Je sais que c'est gênant, mais Rebecca m'a demandé d'appeler. Elle essaie de te joindre depuis des semaines. Je n'ai reçu aucun appel d'elle. Elle dit que ton numéro a été déconnecté ou quelque chose comme ça. Bref, elle veut vraiment te voir. J'ai changé d'opérateur le mois dernier et j'ai eu un nouveau numéro. La meilleure décision accidentelle que j'ai jamais prise. Que veut-elle? Elle n'a pas dit exactement, juste que c'est important et qu'elle a besoin de parler à sa fille. Sa fille. Il y a 6 mois, ces mots auraient pu me donner de l'espoir. Maintenant, ils sonnent juste manipulateurs. Frank, j'apprécie ton appel, mais je ne suis pas intéressé par une reprise de contact. Mais c'est ta mère. C'est la personne qui m'a donné naissance. Il y a une différence. Je raccroche et bloque immédiatement le numéro. 2 semaines plus tard, je quitte le travail quand j'aperçois une silhouette familière sur le parking. Rebecca, l'air plus en forme que je ne l'ai jamais vue, s'appuie contre une voiture qui n'est certainement pas la sienne. Emma, s'il te plaît, juste 5 minutes. Comment as-tu trouvé mon lieu de travail? J'ai engagé quelqu'un. Écoute, je sais que tu es en colère. En colère? Je ris. Rebecca, je ne suis pas en colère. J'en ai fini. Mais nous sommes une famille. Après ce que tu as fait pour moi, nous sommes liés pour toujours. Tu veux dire après ce que j'ai fait pour un donneur anonyme? Parce que c'est comme ça que tu l'as décrit à tout le monde, n'est-ce pas? Son visage rougit. Je protégeais ta vie privée. Non, tu te protégeais toi-même de devoir reconnaître que ta fille t'a sauvé la vie. Elle fait un pas de plus. Emma, j'ai fait des erreurs, mais nous pouvons arranger ça.
J'ai une proposition qui pourrait nous être bénéfique à toutes les deux. Bien sûr qu'elle en a une. J'écoute. Franck et moi lançons une petite entreprise, du conseil en santé et bien-être. Avec ton expérience en marketing et mon expérience personnelle des greffes d'organes, nous pourrions vraiment aider les gens. Incroyable. Elle veut monétiser mon don de rein. Tu veux que je t'aide à tirer profit de notre histoire de greffe? Ce n'est pas ça. Nous aiderions les gens à naviguer dans le processus de don, en partageant l'espoir et l'inspiration. Point tout en omettant commodément la partie où tu as abandonné ta fille pendant 18 ans et ne l'as contactée que lorsque tu avais besoin de ses organes. Emma, tu es dramatique. Et voilà. Le ton dédaigneux qui a défini mon enfance. Je suis dramatique d'avoir des sentiments sur le fait d'être utilisé et jeté. Rebecca, voici ma contre-proposition. Perds mon numéro, reste loin de mon lieu de travail, et fais comme si j'étais morte sur la table d'opération, car en ce qui te concerne, c'est le cas. Je me dirige vers le bâtiment, mais elle crie derrière moi. Emma, s'il te plaît. J'ai besoin de ton aide. Les factures médicales s'accumulent et l'idée de Franck pourrait vraiment marcher. Je me retourne lentement. Tu as besoin de mon aide. Où ai-je déjà entendu ça? C'est différent. Non, ça ne l'est pas. C'est exactement la même chose. Tu ne me contactes que quand tu as besoin de quelque chose. Et quand tu as fini de m'utiliser, je cesse d'exister. Ce n'est pas vrai. Alors dis-moi une chose. Juste une chose que tu sais sur ma vie en ce moment qui n'est pas liée à notre greffe. Silence. Sais-tu où j'habite? Ce que je fais pour m'amuser? Si je sors avec quelqu'un? Sais-tu quoi que ce soit sur la fille dont le rein a sauvé ta vie? Plus de silence. C'est bien ce que je pensais. Au revoir, Rebecca. Cette fois, quand je m'éloigne, elle ne me suit pas. Je pensais que cette conversation sur le parking serait la fin de tout. Mais j'avais sous-estimé la persistance de Rebecca. Au cours du mois suivant, elle essaie tout. Se présenter à mon immeuble, demander à des amis de m'appeler, même contacter mes anciens collègues pour essayer de me faire passer des messages. Chaque tentative rend son désespoir plus évident et ma résolution plus forte. Le point de rupture arrive un samedi matin quand je la trouve assise dans le hall de mon immeuble, pleurant de façon dramatique pour le bénéfice de quiconque voudra bien l'écouter. Ma propre fille ne veut pas me parler, dit-elle à Madame Chen du 4B. Après tout ce que j'ai fait pour elle, c'est comme ça qu'elle me remercie. Tout ce qu'elle a fait pour moi. C'est un comble. Rebecca, tu dois partir. Ma voix est calme, ce qui semble la surprendre. Emma, Dieu merci. J'attends ici depuis 2 heures. J'appelle la sécurité de l'immeuble. Attends, s'il te plaît, écoute-moi. Je suis désespéré. Franck m'a quitté. Je suis en retard sur mon loyer et les factures médicales m'écrasent. J'ai besoin d'aide et tu es la seule famille que j'ai. La voilà. La vraie raison de toute cette soudaine préoccupation maternelle. Ça semble difficile, dis-je d'un ton neutre. L'espoir scintille dans ses yeux. Tu vas m'aider. Non. Mais je suis ta mère. Tu es une étrangère qui partage mon ADN. Si tu étais vraiment une étrangère demandant de l'aide, je pourrais l'envisager. Mais tu n'es pas n'importe quelle étrangère. Tu es quelqu'un qui a passé 18 ans à m'apprendre que je ne valais rien. Puis qui m'a jeté dès que tu as pu le faire légalement. Madame Chen a cessé de faire semblant de vérifier son courrier et écoute maintenant ouvertement. Puis tu es revenu 5 ans plus tard, non pas parce que je te manquais ou que tu m'aimais, mais parce que tu avais besoin de mes organes. Et au moment où tu as eu ce que tu voulais, j'ai de nouveau cessé d'exister. J'ai fait des erreurs. Tu as fait des choix. Chaque jour pendant 18 ans, tu as choisi de me traiter comme si j'étais moins qu'humaine. Quand j'avais 18 ans, tu as choisi de me jeter comme une ordure. Quand tu as eu besoin de mon rein, tu as choisi de me manipuler au lieu d'être honnête. Quand je me remettais de l'opération, tu as choisi de disparaître sans un mot. Ma voix reste stable tout au long de cette récitation, ce qui semble la perturber plus que des cris ne l'auraient fait. Mais je suis ta mère, répète-t-elle faiblement. Non, Rebecca, tu es la femme qui m'a donné naissance. Une mère, c'est quelqu'un qui aime son enfant, le protège, célèbre ses réussites, le réconforte quand il est blessé. Tu n'as fait aucune de ces choses. Je me tourne pour me diriger vers l'ascenseur. Emma, s'il te plaît,
je t'en supplie. Je m'arrête, la main sur le bouton d'appel. Rebecca, voilà le problème avec la supplication. Ça ne marche que si la personne que tu supplies se soucie réellement de ton bien-être. Je me soucie de toi exactement autant que tu t'es soucié de moi pendant les 18 premières années de ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'espère que tu survivras, mais je n'ai aucun intérêt à t'aider à t'épanouir, tout comme tu le ressentais pour moi. L'ascenseur arrive et j'entre à l'intérieur. Alors que les portes se ferment, je vois le visage de Rebecca s'effondrer dans une détresse sincère. Pour la première fois de ma vie, je ne me sens pas coupable de lui causer de la douleur. Je me sens libre. 6 mois plus tard, je suis dans le bureau de mon nouveau condo quand la sonnette retentit. À travers l'écran de sécurité, je vois un homme que je ne reconnais pas tenant une enveloppe d'aspect officiel. Emma Morrison, je vous remets des papiers concernant Rebecca Torres. Mon cœur rate un battement, mais j'ouvre la porte. Quel genre de papier? Un avis juridique. Elle prétend que vous avez le devoir de lui fournir un soutien financier en raison de votre lien de parenté et de la procédure médicale que vous avez subie. Je manque de rire en signant pour les papiers. Même maintenant, Rebecca essaie d'utiliser mon don de rein contre moi. Mon avocate, Jennifer Walsh, examine les documents le lendemain. C'est une plainte complètement abusive, m'assure-t-elle. Les enfants adultes n'ont aucune obligation légale de subvenir aux besoins de leurs parents, surtout compte tenu de l'historique documenté d'abandon. Elle m'a abandonné à 18 ans. Légalement, comment cela va-t-il jouer en votre faveur? Je vais avoir besoin de témoins de moralité qui pourront témoigner de la nature de votre relation et je voudrais documenter son schéma de contact uniquement lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. L'affaire n'est jamais allée au tribunal. L'avocat de Rebecca se retire après avoir examiné les preuves. Les dossiers de l'hôpital montrant qu'elle a refusé de me voir après l'opération, les publications sur les réseaux sociaux où elle prétendait avoir un donneur anonyme et les déclarations de Sarah et de Madame Miller détaillant l'abandon pendant l'enfance. Mais le procès m'apprend tout ce que j'ai besoin de savoir sur la situation actuelle de Rebecca. Elle est assez désespérée pour tenter l'extorsion par voie légale. 1 mois après que les papiers ont été signifiés, Sarah appelle avec une mise à jour. J'ai entendu par ma mère que Rebecca travaille dans un centre d'appel maintenant. Apparemment, elle partage un studio avec une femme qu'elle a rencontrée au travail. Tant mieux pour elle, dis-je. Et je le pense. Elle prend soin d'elle-même. Tu n'es vraiment pas curieuse de savoir comment elle va. Honnêtement, j'espère qu'elle est en bonne santé et capable de travailler. J'espère que mon rein continue de fonctionner parfaitement, mais au-delà de cette préoccupation humaine de base, non, je ne suis pas curieuse. C'est la vérité. Rebecca est devenue comme une nouvelle lointaine pour moi. Intéressante d'une manière abstraite, mais pas personnellement pertinente. 2 ans passent. Je me fiance à David, un collègue directeur marketing qui me fait rire et n'a jamais suggéré une seule fois que je devais quoi que ce soit à ma mère biologique. Nous planifions notre mariage quand je reçois un appel inattendu. Emma, c'est le docteur Hassan. J'espère que vous vous souvenez de moi. Bien sûr. Tout va bien? Je vous appelle parce que Rebecca Torres vous a désigné comme contact d'urgence pour ses rendez-vous de suivi annuel de greffe. Elle a manqué son dernier rendez-vous et nous n'arrivons pas à la joindre. Contact d'urgence. Après tout ce qui s'est passé, elle m'a toujours désigné comme son contact d'urgence. Docteur Hassan, j'apprécie l'appel, mais Rebecca et moi ne nous sommes pas parlé depuis plus de 2 ans. Je ne suis pas son contact d'urgence par choix. Je comprends. Voulez-vous que je vous retire de ces dossiers? Oui, s'il vous plaît. Puis-je demander qui devrait être répertorié à la place? Je pense à Rebecca assise dans ce studio partagé, probablement seule à l'exception d'une colocataire qu'elle connaît à peine. Pas de Franck, pas de famille, personne qui se soucie assez pour la conduire à ses rendez-vous médicaux. C'est la conséquence naturelle d'une vie passée à couper les ponts. Je ne sais pas, dis-je honnêtement au docteur Hassan. Ce n'est pas mon problème à résoudre. Après avoir raccroché, David me trouve dans notre cuisine. Tout va bien? Ouais, juste quelqu'un de mon passé qui essaie de faire de ses problèmes les miens. Il m'enlace par derrière. Tu veux en parler? Pas vraiment, mais je veux finir de planifier notre mariage. As-tu confirmé le traiteur? Nous passons la soirée à discuter des fleurs et des arrangements de table, à construire quelque chose de beau ensemble. Mon téléphone est posé sur le comptoir, silencieux,
et je réalise que je ne me demande même pas si Rebecca essaiera d'appeler. Ce chapitre de ma vie est clos, et c'est moi qui en ai écrit la fin. Si cette histoire a résonné en vous, assurez-vous de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner pour plus d'histoires sur la libération des dynamiques familiales toxiques et la construction de la vie que vous méritez.